Vous pensez décider librement, pesez vos options, comparez vos préférences. Mais parfois, la liberté que vous croyez avoir n'est qu'une mise en scène. Le choix est là devant vous. Il semble réel, mais il a été soigneusement construit pour vous orienter vers une direction précise. C'est comme marcher dans un couloir aux murs invisibles. Vous avancez en pensant choisir, alors qu'en vérité, le chemin a déjà été balisé pour vous. Imaginez ces moments quotidiens où vous comparez deux produits, deux offres, deux directions de vie. Tout paraît ouvert, équitable. Pourtant, souvent, un détail subtil dans la présentation, une option supplémentaire, ou même un mot anodin, vient fausser l'équilibre. Le piège est simple. Au lieu d'évaluer ce dont vous avez vraiment besoin, vous vous laissez happer par le décor du choix, comme si l'ombre autour d'un objet changeait sa forme. Et c'est ici que commence l'effet de leurre, ce mécanisme qui transforme une décision en apparence neutre en une trajectoire manipulée. La question n'est donc pas seulement « que vais-je choisir ?», mais « qui a préparé le cadre de ce choix pour moi ?» Cette simple prise de conscience ouvre la porte au sujet suivant. Quand nous croyons comparer objectivement, nous sommes souvent déjà en train de tomber dans la comparaison biaisée. Vous entrez dans un magasin, on vous présente deux produits, l'un moins cher, l'autre plus performant. Lequel choisir ? Dans ce genre de situation, on croit faire un calcul rationnel. Pourtant, ce qui se joue n'est pas seulement une question de prix ou de qualité, mais une mise en scène où chaque option prend de la valeur en fonction de l'autre. Vous n'évaluez pas un produit en soi, mais le contraste qu'il crée avec son voisin. Prenons l'exemple d'un appareil photo. L'un à 650 €, l'autre à 950 €. Le premier semble raisonnable, le second prestigieux. Mais que signifient vraiment ces différences techniques ? Très peu d'entre nous savent les interpréter avec précision. Alors, nous comblons les vides en nous appuyant sur l'intuition. Plus cher doit être mieux, ou au contraire, pourquoi payer plus si le premier suffit ? Et dans cette hésitation, la comparaison devient le véritable maître du jeu. C'est ici que le piège se referme. En cherchant à choisir, nous ne mesurons pas la valeur réelle de ce que nous avons devant les yeux. Nous projetons des priorités, économie, performance, prestige, mais toujours dans un cadre imposé. Le premier piège de nos décisions n'est donc pas l'ignorance, mais l'illusion d'objectivité, car ce que nous croyons évaluer directement n'est en réalité que le reflet de ce que l'on nous a donné à comparer. Nous aimons croire qu'il existe toujours une meilleure option, une vérité cachée que nous finirons par découvrir si nous réfléchissons assez. Pourtant, certaines décisions sont conçues pour ne pas avoir de réponse claire. Un produit sera moins cher, mais d'une qualité moindre. L'autre sera plus performant, mais hors de prix. Dans ce type de dilemme, aucune solution n'écrase l'autre. Elles sont simplement meilleures sur des critères différents. C'est comme si l'on vous demandait de choisir entre deux chemins. L'un est court mais escarpé, l'autre long mais agréable. Lequel est le pays meilleur ? La réponse dépend de vos priorités, et ces priorités varient selon le moment, l'humeur, ou même l'influence subtile de l'environnement. Le problème n'est pas que le choix soit difficile, mais qu'il est construit de manière à rester indécidable. Vous ne pouvez pas gagner sur tous les plans à la fois. Et c'est précisément dans ces zones grises que la manipulation devient possible. Quand il n'y a pas de meilleure option, nous sommes plus vulnérables aux artifices qui viennent réorganiser notre perception. C'est le terrain idéal pour que l'effet de leurre entre en scène. En ajoutant une option supplémentaire, fausse mais stratégique, on transforme l'indécision en un choix qui paraît soudain évident. Mais ce n'est pas notre lucidité qui a tranché, c'est le décor qu'on nous a imposé. Imaginez qu'on vous propose 3 options, 2 qui paraissent équilibrées et une troisième, manifestement absurde. Vous pensez aussitôt, celle-là n'a aucun intérêt, et vous avez raison. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que cette option inutile n'est pas une erreur. Elle est le cœur du piège. On l'appelle le leurre, et sa mission est de rendre irrésistible l'option que l'on voulait vous faire choisir depuis le début. C'est exactement ce qui se passe avec certaines offres d'abonnement. Vous trouvez un tarif en ligne à 59 €, un abonnement papier seul à 125 €, et enfin, un combo papier plus en ligne, au même prix de 125 €. Qui, en toute logique, choisirait uniquement le papier ? Personne. Mais ce choix inutile existe pour une seule raison, rendre le combo incroyablement attractif par contraste. Et soudain, vous avez l'impression d'être malin en disant
Pour le même prix, j'ai 2 fois plus. Voilà le pouvoir du leurre. Il ne cherche pas à être choisi, mais à manipuler la comparaison. Il détourne notre regard de nos besoins réels pour le fixer sur une illusion de bon sens. Et le plus troublant, c'est que nous repartons persuadés d'avoir pris une décision intelligente, alors qu'en réalité, nous avons seulement suivi un chemin soigneusement tracé par d'autres. Nous aimons croire que nous décidons avec logique, mais en réalité, notre esprit cherche surtout des raccourcis. Le leurre exploite cette tendance naturelle. Il simplifie la complexité du choix en créant un contraste évident. Au lieu de réfléchir longuement à ce que nous voulons vraiment, nous nous accrochons à l'option qui semble la plus raisonnable par rapport aux autres. C'est rassurant, rapide, et ça nous donne l'illusion d'avoir fait un bon calcul. Prenons l'exemple de l'abonnement combiné au même prix que le papier seul. La plupart des gens n'ont pas besoin du papier. Mais face au contraste, ils ont l'impression de gagner quelque chose de précieux, de ne pas être dupe. Ce sentiment d'intelligence est la véritable clé du piège. On se félicite de notre choix, alors qu'en réalité, nous avons été guidés exactement là où l'on voulait nous amener. C'est pour cela que nous tombons si facilement dans ce mécanisme. Le leurre ne s'impose pas de force, il flatte notre ego, il nous fait croire que nous sommes lucides, alors que nous suivons un chemin prédéterminé. Et cette illusion de liberté est bien plus puissante qu'une contrainte directe. Car si nous nous sentons libres, pourquoi irions-nous questionner le cadre de notre décision ? Pour comprendre à quel point l'effet de leurre est puissant, le chercheur Dan Ariely a mené une expérience devenue célèbre. Il a présenté à des participants les 3 formules d'abonnement dont nous avons parlé. Numérique seul à 59 €, papier seul à 125 € et enfin papier plus numérique au même prix de 125 €. Devinez le résultat ? 84% ont choisi l'abonnement combiné, 16% le numérique seul, et personne n'a choisi l'option papier, exactement comme prévu. Mais Ariely n'en est pas resté là. Il a retiré le leurre, l'abonnement papier inutile, et a reposé la même question. Cette fois, le résultat s'est complètement inversé. 68% ont choisi le numérique seul, et seulement 32% le combiné. En un instant, la majorité a basculé d'un choix plus cher à un choix plus économique. Et tout cela à cause d'une option que personne n'avait choisie, mais qui avait influencé tout le monde. C'est ce constat qui rend l'effet de leurre vertigineux. Un choix apparemment absurde, que l'on ignore sans y prêter attention, peut suffire à orienter la majorité. Ce n'est pas l'option en elle-même qui compte, mais le contraste qu'elle crée dans notre perception. Et si cela fonctionne dans une simple expérience, imaginez son pouvoir quand il est appliqué à la publicité, au commerce ou même aux décisions politiques. Nous aimons penser que nous voyons le monde tel qu'il est. Pourtant, notre perception n'est jamais neutre. Elle dépend du contexte. L'effet de leurre nous le prouve de manière éclatante. Ce que nous croyons comparer objectivement n'est en réalité qu'un reflet déformé, influencé par ce qui l'entoure. Nous ne mesurons pas la valeur absolue d'une option, mais son apparence relative. L'illusion d'optique des cercles identiques est un exemple frappant. 2 cercles de la même taille, placés dans des environnements différents, paraissent soudain plus grands ou plus petits. Rien n'a changé dans leur réalité, mais notre perception, elle, a basculé. Le cerveau n'analyse pas les données isolées, il s'appuie sur le contraste, sur ce qu'il voit autour, pour donner un sens immédiat à l'image. Et c'est exactement ce qui se passe dans nos choix quotidiens. Nous croyons voir clair, mais nous jugeons à travers des comparaisons biaisées. Ce ne sont pas les faits qui changent, c'est notre regard. Voilà pourquoi l'effet de leurre est si difficile à repérer. Il ne manipule pas les objets eux-mêmes, mais notre façon de les percevoir. Et ce piège invisible s'étend bien au-delà des produits ou des prix. Il infiltre nos vies entières. Le contraste est une arme puissante, parce qu'il agit là où nous ne nous y attendons pas, dans la façon même dont notre cerveau organise la réalité. Devant 2 options équivalentes, nous hésitons, mais qu'on ajoute un élément de comparaison, même artificiel, et soudain la décision paraît claire. Ce n'est pas que l'objet a changé, c'est que notre regard a été redirigé. Pensez à un dîner dans un restaurant. 2 plats vous tentent, l'un moins cher mais simple, l'autre plus coûteux mais raffiné. Impossible de trancher. Le serveur mentionne alors un 3e plat, encore plus cher, mais sans intérêt. Que se passe-t-il ? Le plat raffiné vous semble soudain beaucoup plus raisonnable. Vous n'avez pas changé vos goûts, c'est le contraste qui a redessiné votre perception. Et c'est là toute la subtilité du leurre. Il ne vous impose pas un choix, il crée un décor qui rend une option irrésistible.
Vous ne sentez aucune contrainte, vous croyez même avoir gagné en lucidité. Mais en réalité, vous n'avez pas choisi par rapport à vos besoins, vous avez choisi par contraste. Et ce mécanisme discret, presque invisible, s'invite bien au-delà de nos assiettes ou de nos achats. Il influence aussi nos relations et nos jugements sociaux. On pourrait croire que l'effet de l'heure ne concerne que nos achats, mais il s'infiltre dans bien plus d'aspects de notre vie. Les chercheurs ont montré que ce mécanisme influence aussi le choix d'un restaurant, d'une voiture, d'un film au cinéma, et même nos décisions les plus banales. Le décor autour de nos options pèse souvent plus lourd que nos véritables besoins. Imaginez, vous hésitez entre 2 cafés pour rencontrer un ami. L'un est plus cher mais cosy, l'autre moins cher mais impersonnel. Difficile de choisir. Mais si l'on vous en propose un 3e, encore plus cher et sans charme, soudain le café cosy semble être le compromis idéal. Vous ne l'avez pas choisi pour lui-même, mais parce que le leur l'a rendu plus séduisant. Voilà pourquoi l'effet de l'heure est si redoutable. Il ne se limite pas aux stratégies de marketing. Il colore nos préférences au quotidien, parfois même dans les petits détails de nos relations ou de nos loisirs. Et c'est précisément dans ces terrains banals, presque invisibles, que nous devenons les plus vulnérables. Car si nous ne voyons pas le piège dans une simple sortie ou un choix ordinaire, comment le verrons-nous quand il s'agit de nos relations les plus intimes ? L'effet de l'heure ne se limite pas aux objets ou aux prix, il agit aussi dans nos interactions humaines. Imaginez 2 nouvelles personnes qui entrent dans un groupe. La première est timide, maladroite, peu à l'aise. La seconde n'est pas forcément brillante, mais elle paraît immédiatement plus intéressante par contraste. Ce n'est pas son talent qui a changé, mais la comparaison qui l'a valorisé. On retrouve ce mécanisme dans les relations amoureuses, dans les cercles sociaux, dans le monde professionnel. Un collègue paraît plus compétent parce qu'un autre semble désorganisé. Un candidat paraît plus séduisant parce que ceux qui l'entourent le sont moins. Dans ces contextes, nous jugeons rarement les qualités en valeur absolue. Nous les jugeons à travers les contrastes qui se présentent à nous. Et cela soulève une question troublante. Combien de nos relations, de nos admirations, ou même de nos attirances, sont réelles, et combien sont simplement façonnées par des comparaisons invisibles. Peut-être que bien des liens que nous croyons profonds sont en partie le produit de ce décor inconscient. Et cette réflexion ouvre la porte à un terrain encore plus contemporain, celui des rencontres numériques. Sur les applications de rencontres, nous croyons faire défiler des profils en toute liberté, guidés par nos goûts et nos préférences. Mais là encore, l'effet de l'heure agit en silence. Après 10 profils qui ne suscitent aucune émotion, le 11e, même simplement correct, paraît soudain plus séduisant. Ce n'est pas qu'il soit exceptionnel, mais le contraste le met en valeur. Cette mécanique crée des illusions puissantes. Nous pensons avoir trouvé quelqu'un de spécial, alors qu'il s'agit parfois seulement d'un effet de contexte. Comme avec un produit mis en avant dans un rayon de supermarché, la perception de valeur dépend autant de ce qui entoure l'objet que de l'objet lui-même. Ainsi, nos choix relationnels peuvent être influencés par des comparaisons involontaires, bien plus que par des affinités réelles. Et c'est là que réside le piège moderne. Croire que les applis nous offrent une liberté infinie, alors qu'elles exploitent subtilement nos mécanismes de comparaison. Nous swipons, persuadés de décider, mais souvent nous réagissons simplement au décor. Comprendre cela, c'est ouvrir les yeux sur une vérité dérangeante. Nos émotions elles-mêmes peuvent être manipulées par des contrastes artificiels. Ce qui rend l'effet de l'heure encore plus fascinant, c'est qu'il fait partie d'une famille plus large de mécanismes que les chercheurs appellent les nudges. Un nudge, c'est comme un petit coup de coude discret qui nous oriente dans une direction sans que nous en ayons conscience. Il ne nous oblige pas, il ne nous punit pas, il ne nous récompense pas non plus. Il change simplement le décor de nos choix. Et ce léger déplacement suffit à influencer notre décision. Pensez à une cantine où les fruits sont placés à hauteur des yeux, tandis que les desserts sucrés sont relégués plus bas. Personne ne vous interdit le gâteau, mais vous avez soudain l'impression que la pomme est l'option la plus naturelle. Voilà la magie du nudge. Il joue sur nos automatismes, sur nos raccourcis mentaux, pour nous pousser gentiment dans une certaine direction. Et dans le cas du leurre, ce coup de coude prend la forme d'une option supplémentaire, stratégiquement inutile, mais redoutablement efficace. Ce qui est troublant,
c'est que nous ressortons de ces situations persuadés d'avoir choisi librement. Nous ne voyons pas le coup de coude, nous ne sentons pas la main qui nous a guidés. Mais c'est précisément ce qui rend le mécanisme si puissant. Il fonctionne mieux quand il reste invisible. Et si nous voulons comprendre nos comportements, il nous faut d'abord admettre cette vérité inconfortable. Nous ne sommes pas toujours les maîtres de nos décisions. Nous aimons croire que nous sommes des êtres rationnels, que nos choix reposent sur une logique claire et des faits solides. Mais cette conviction est une illusion rassurante. En réalité, une grande partie de nos décisions est guidée par des mécanismes automatiques, des émotions rapides, des influences invisibles. Nous pensons réfléchir, mais bien souvent, nous réagissons. Les chercheurs ont montré que notre cerveau fonctionne comme un avocat qui justifie après coup ce que le vrai décideur, l'inconscient, a déjà choisi. Nous inventons des raisons convaincantes, des explications logiques, alors que la cause réelle se trouve ailleurs. Dans un mot entendu, une image furtive, une comparaison subtile. La rationalité n'est pas toujours la source de nos décisions, mais plutôt le récit que nous construisons pour nous rassurer. Et c'est ce qui rend l'effet de l'heure si troublant. Il se glisse précisément dans cet espace entre ce que nous croyons décider et ce que nous décidons réellement. Il nous fait croire que nous avons raisonné, alors que nous avons simplement suivi un raccourci inconscient. La grande illusion, c'est de penser que nous sommes lucides, alors que nous sommes bien plus influençables que nous voulons l'admettre. Pour illustrer cette influence invisible, des chercheurs ont mené une expérience en apparence banale. Ils demandaient à des participants de mémoriser des paires de mots, comme océan et lune, dans un simple exercice de mémoire. Un peu plus tard, dans un contexte totalement différent, on leur demandait de citer une marque de lessive. Sans le savoir, ceux qui avaient en vue les mots océan et lune étaient 2 fois plus nombreux à choisir la marque Tide, qui signifie marée en anglais. Ce qui est fascinant, c'est que les participants n'avaient aucune conscience de cette influence. Quand on leur demandait pourquoi ils avaient choisi Tide, ils répondaient avec des raisons apparemment logiques, parce que c'est une marque connue, parce que je l'utilise chez moi, ou encore parce qu'elle sent bon. Toutes ces justifications semblaient rationnelles, mais elles étaient fausses. La vraie cause se jouait en arrière-plan, semée discrètement par 2 mots, lus quelques minutes plus tôt. Voilà le vertige. Notre esprit invente des explications plausibles pour donner du sens à des décisions que nous n'avons pas prises en pleine conscience. Nous croyons être maîtres de nos choix, mais parfois, une simple suggestion suffit à orienter nos réponses sans que nous puissions le reconnaître. Et si cela est possible dans une expérience aussi simple, imaginez son impact quand il est utilisé dans la publicité, le marketing ou la politique. Ce qui est peut-être le plus troublant, ce n'est pas que nous soyons influencés à notre insu, mais que nous soyons incapables de le reconnaître. Quand on nous demande pourquoi nous avons choisi quelque chose, nous trouvons toujours une explication convaincante. Nous inventons une histoire logique, cohérente, qui donne l'impression d'un choix réfléchi. Mais en réalité, cette histoire est souvent écrite après coup pour justifier une décision prise ailleurs, dans les profondeurs de notre inconscient. Nous faisons cela en permanence. Nous expliquons pourquoi nous avons acheté tel vêtement, pourquoi nous avons aimé tel film, pourquoi nous avons fait confiance à telle personne. Et dans bien des cas, nos raisons ne sont pas les vraies causes. Elles sont des récits rassurants, construits pour maintenir l'illusion que nous contrôlons notre esprit, comme un rideau élégant posé devant une mécanique que nous préférons ne pas voir. Et c'est précisément là que l'effet de l'heure prospère. Il n'a pas besoin de nous convaincre frontalement, il lui suffit de glisser une suggestion subtile. Ensuite, notre cerveau fait le reste. Il invente des justifications logiques et solides, comme si elles venaient de nous. Le leurre agit en silence, mais nous nous chargeons nous-mêmes de lui donner une légitimité. Et c'est ce cercle vicieux qui le rend si difficile à démasquer. Les entreprises ont depuis longtemps compris que nous n'achetons pas seulement des produits, mais des perceptions. C'est pourquoi le marketing ne cherche pas toujours à nous convaincre directement. Il préfère agir de manière plus subtile, en plaçant dans notre environnement de petits indices, des images, des sons, des mots qui passent presque inaperçus. Ces éléments, discrets mais répétés, modifient notre regard sans que nous nous en rendions compte. Pensez à une publicité où l'ambiance sonore crée une émotion douce, où les couleurs rappellent la chaleur ou la sécurité.
où un slogan se répète assez de fois pour devenir familier. Rien ne nous force à acheter, mais quelque chose s'imprime en arrière-plan. Plus tard, lorsque nous croyons faire un choix éclairé, c'est en réalité cette accumulation de signaux invisibles qui nous guide. L'effet de leurre s'y glisse facilement. En comparant deux options, nous ne choisissons pas seulement en fonction de nos besoins, mais aussi selon l'atmosphère que l'on a implantée autour de nous. C'est cela, la force de la manipulation subtile. Elle ne se voit pas, elle ne se ressent pas, et pourtant, elle agit. Elle exploite nos raccourcis mentaux, notre tendance à rationaliser après coup, notre besoin de cohérence. Et le plus ironique, c'est que nous restons persuadés d'être des décideurs lucides. Mais en vérité, nous avons souvent été préparés, conditionnés, doucement poussés vers une décision qui n'était pas entièrement la nôtre. Imaginez que je vous demande, la Statue de la Liberté mesure-t-elle moins de 400 mètres? Puis, juste après, je vous demande d'estimer sa taille réelle. La plupart des gens donneront un chiffre bien plus élevé que s'ils avaient entendu une autre question, comme « fait-elle plus d'1 mètre ?» Pourtant, la statue n'a pas changé. Elle mesure toujours 93 mètres. Ce qui a changé, c'est le point de départ de votre estimation. Ce phénomène s'appelle l'ancrage. Même un chiffre absurde, totalement démesuré, peut devenir une référence mentale. Notre cerveau, cherchant à rester raisonnable, ajuste sa réponse autour de ce repère initial. Ainsi, la simple mention de 400 mètres influence déjà notre jugement, même si nous savons au fond que c'est irréaliste. L'ancrage agit comme un cadre invisible, orientant notre perception de ce qui est plausible. Et c'est là que le lien avec l'effet de leurre devient évident. Il ne s'agit pas de nous forcer, mais de poser une balise dans notre esprit. Une fois cette balise en place, toutes nos réflexions tournent autour d'elle. Nous croyons réfléchir librement, mais en vérité, nous naviguons dans un champ déjà orienté. Et dans des contextes comme la négociation, la publicité ou même la politique, cet ancrage peut faire toute la différence entre un choix lucide et une décision manipulée. Un chiffre vague peut influencer, mais un chiffre précis enferme encore davantage notre esprit. Lors d'une étude, des chercheurs ont présenté 2 estimations du prix d'une maison. L'une à 800 000 $, l'autre à 799 800 $. La différence semble insignifiante, presque ridicule. Pourtant, les participants ont donné des estimations finales bien plus proches du chiffre précis que de l'arrondi, comme si ce détail minuscule conférait une autorité invisible. Pourquoi? Parce qu'un nombre précis paraît réfléchi, calculé, presque scientifique. Il inspire confiance. Notre cerveau se dit, s'ils donnent ce chiffre exact, c'est qu'ils savent de quoi ils parlent. Et voilà comment une simple apparence de rigueur verrouille notre jugement. Même si le point de départ est arbitraire, nous restons mentalement prisonniers de sa précision. Le leurre gagne en force en se déguisant en exactitude. Ce mécanisme dépasse largement les négociations immobilières. Il agit dans les étiquettes de prix, dans les promotions, dans les chiffres que nous voyons chaque jour. Un prix fixé à 997 € semblera plus crédible et plus séduisant qu'un prix net de 1 000 €, non pas parce qu'il est objectivement meilleur, mais parce que notre esprit associe précision à vérité. Et c'est ainsi que la manipulation se glisse jusque dans les détails les plus anodins de nos vies. Face à tous ces pièges invisibles, il est facile de se sentir impuissant. Comment résister à un mécanisme qui agit avant même que nous en ayons conscience? Pourtant, il existe une arme simple, accessible à chacun, ralentir le processus automatique et se poser une seule question. De quoi ai-je vraiment besoin? Cette interrogation paraît naïve, mais elle a le pouvoir de briser le charme du leurre. En effet, le leurre détourne notre attention de nos besoins pour nous plonger dans des comparaisons artificielles. Nous choisissons alors en fonction du décor, non de nous-mêmes. Mais lorsque nous nous arrêtons pour examiner ce qui compte vraiment, le mirage perd de sa force. L'abonnement combiné semble soudain moins irrésistible si je réalise que je ne lis jamais la version papier. Le produit en promotion paraît moins séduisant si je n'en ai aucun usage réel. Résister, ce n'est donc pas devenir invulnérable aux manipulations, c'est accepter de revenir à l'essentiel, de replacer nos décisions dans le cadre de notre vie plutôt que dans celui imposé par d'autres. La lucidité commence avec ce geste simple, recentrer le choix sur soi, sur ses besoins véritables. Et c'est là que s'ouvre le dernier pas, le plus exigeant, reprendre réellement possession de nos décisions. Au fond, l'effet de leurre nous rappelle une vérité dérangeante.
Bien souvent, nos décisions ne nous appartiennent pas totalement. Elles sont façonnées par le contexte, orientées par des comparaisons invisibles, verrouillées par des chiffres arbitraires. Mais cette prise de conscience n'est pas une condamnation, elle peut être une libération, car une fois que l'on voit le piège, on peut commencer à le déjouer. Reprendre possession de ses choix, ce n'est pas chercher à tout contrôler. C'est apprendre à reconnaître les influences subtiles et à se recentrer sur l'essentiel. C'est dire, peu importe le décor, quel est mon vrai besoin, mon vrai désir. Ce geste simple transforme la décision. Elle cesse d'être une réaction conditionnée et devient un acte de lucidité. Ce n'est plus l'environnement qui dicte, mais nous qui décidons de ce qui compte. Et peut-être est-ce là le plus grand enseignement de l'effet de l'heure. La liberté n'est pas l'absence d'influence, mais la capacité à la voir et à y résister. Chaque fois que nous retrouvons ce pouvoir intérieur, nous reprenons une parcelle de dignité, une part de notre autonomie. Et dans un monde saturé de comparaison, d'ancrage et de manipulation, cette lucidité n'est pas un luxe, c'est une forme de survie.